Elle est en direct. À la gestion de la chose publique, sans pression, RTS. Je suis Guy Roger Bal, tous les dimanches, j'écoute Zap Presse. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous connaissez l'artiste musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Santo. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Santo. Je suis Guy Roger Bal et j'écoute Radio Santo. Bonjour, c'est Joachim Noah. Un grand bonjour, bonne année. C'est comment? C'est mon objectif que le rendez-vous pris Je me suis Guy tiendra Roger pas. Bal, tous les dimanches, j'écoute Zap Presse. Je sais très Je ponctuel. suis Claude Ndam, je crois que vous connaissez l'artiste musicien. Je vous conseille Je vais laisser madame d'écouter et les Radio Santo. enfants Ensemble, nous quelque pourrions part. créer Et si c'était pas Serge, Je suis vraiment. Roger Mila, écoutez Radio Santo. Je suis Le Guy dimanche, Roger on essaye Bal de. et On a j'écoute commencé à faire Radio nos enfants Santo. bien tard. Nos femmes sont très jeunes. Noah, Ce n'est que le dimanche qu'on peut essayer de leur. merci. Essayer d'inculquer quelque chose. Enseignement nous passeront. La presse camerounaise à son globe. Zap Presse, le forum radiophonique du choc des idées. Ne dis donc pas. Il faut laisser parler les gens. Zap Presse, pouvoir à la Mais libre il est 10 ans, pensée. c'est pas en retard. Journalistes Ah, et oui, assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Dans le cas d'un confrère, entre guillemets, je mettrais même un trait d'union entre confrères. Alors, Dimanche, Roger Bal, tous les dimanches, j'écoute Zap Presse. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous connaissez l'artiste musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Santo. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Santo. Je suis Guy Roger Bal et j'écoute Radio Santo. Bonjour, c'est Joachim Noah, écoutez Radio Santo. Merci. la presse camerounaise à son globe. Zap Presse, le forum radiophonique du choc des idées. Ne dis donc pas. Il faut laisser parler les gens. Zap Presse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Dans le cas d'un confrère, entre guillemets, je mettrais même un trait d'union entre confrères. Alors, Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec sa presse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de choses publiques. Sa presse sur RTS.
ce bonjour. Bon dimanche à toutes et à tous. Dans un instant, le sommet de sa presse. Affaire Martinez-Zogo, ça chauffe au 7. C'est le titre de la une du quotidien Mutation du jeudi 2 février 2023. Selon le journal de Proté Ayama, de hauts responsables de la direction générale de la recherche extérieure auditionnée, l'enquête amorce, dit le journal, sa vitesse de croisière. Après l'interpellation du chef des opérations de la direction générale de la recherche extérieure, le 31 janvier dernier, le patron de ce service, Maxime Eko, auditionné au 7. Alors que la presse nationale et internationale, la société civile et les partis politiques d'opposition redoutaient un enlisement de la procédure, posture du reste justifiée par l'opacité et entourée plusieurs enquêtes précédentes diligentées pour des assassinats similaires, survenus au Cameroun, Jean de Dieu Bidiaz, journaliste au quotidien Mutation, relève que les choses se sont accélérées subitement mardi dernier avec l'interpellation du chef des opérations de la direction générale de la recherche extérieure, le lieutenant-colonel Justin Dangwe. Mais un jour avant, le quotidien Le Jour s'inquiétait du piétinement de l'enquête relative à l'affaire Martinez-Zogo. Pour le journal d'Aman Mana, les prélèvements faits sur la dépouille de Martinez-Zogo n'ont jamais été envoyés en analyse. Chantal Kemfag, auteur de l'article, précise qu'il existe une volonté claire de ralentir l'enquête. Elle en veut pour preuve un fait. Les prélèvements sur la dépouille du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodon-Doker, ont été faits en même temps par les mêmes équipes. L'argent pour faire partie, le prélèvement du MINMIT a été débloqué immédiatement par l'État, alors que dans le même temps, ceux de Martinez-Zogo sont restés sur place. Et pourquoi? Mystère. Relativement à l'assassinat du chef de chaîne de Amplitude FM, le journal Diapason traite à sa grande une des tournures de l'enquête. Selon le journal de François Mboké, édition du 7 février 2023, toujours après la découverte du Maccabée à Ebogo 3, les premières arrestations ont commencé. Paul Biya a demandé l'ouverture de l'enquête et que les responsabilités soient établies. Se référant aux premières auditions, Léon Ba, journaliste à Diapason, fait savoir que Xavier Messé, directeur de la publication de l'hebdomadaire Le Calam, était à la première légion de gendarmerie du centre pour l'affaire liée à l'assassinat de Martinez-Zogo, accompagné de son conseil, Maître Mayim. Convoqué le 30 janvier dernier, le colonel Jean-Pierre Otoulou, commandant de la première légion de gendarmerie du centre en charge de l'enquête, va renvoyer Xavier Messé en demandant qu'il revienne le 31 janvier à 8 h parce que les enquêteurs étaient très occupés. Le lendemain, l'ancien employé de RFI et son conseil vont de nouveau se présenter au bureau du commandant. Il va leur demander de repartir et qu'ils seront appelés si nécessaire. Ces informations sont de Maître Mayim qui ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de ces renvois. Et en rapport avec cette actualité, on remarque qu'il y a un statu quo par rapport à l'audition de Xavier Messé, de la demandeur Le Calam. Entre-temps, il y a déjà une interrogation qui a été formulée par Mutation au début de la semaine, à savoir à l'assassinat de Martinez-Zogo. Qu'en pensez-vous, monsieur le président? C'est la Tribune Libre qu'a rédigé Jean-Marie Molo Olinga, qui est le directeur de la publication du journal L'Estafette, qui dit ceci: Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, appelle la nation. Voici bientôt 5 jours, c'était le 26 janvier 2023, que le corps sauvagement massacré de l'un de vos fils, l'un de vos concitoyens, l'un de vos compatriotes, M. Martinez-Zogo, journaliste Amplitude FM, a été découvert sur un terrain vague dans une banlieue de Yaoundé. Et le 2 février dernier, le président de la République a réagi, notamment à travers le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui a rendu public un communiqué faisant état de ce qu'il y a eu déjà les premiers cas d'interpellation des suspects. D'après le communiqué rendu public par Ferdinand Ngongor, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, l'ont fait savoir que les investigations menées dans le cadre de l'enquête instruite par le chef de l'État le 27 janvier dernier ont permis l'arrestation de plusieurs personnes
dont l'implication dans ce crime odieux est fortement suspectée. D'autres restent recherchés. Les auditions en cours, dit le ministre d'État, secrétaire général de la puissance de la République, et les procédures judiciaires qui s'en suivront permettront de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes mêlées à un titre ou à un autre à l'assassinat de Martinez Zogo. Assassinat de Martinez Zogo, quelle suite réservée à l'enquête instruite par le chef de l'État, c'est la thématique de ce jour. Invité au débat pour en parler, Charlie Ebetiomo, qui est parti de la région de l'Ouest pour Yaoundé. J'espère qu'il va nous retrouver en tout temps. C'est le rédacteur en chef de Amplitude FM, la radio, dont Martinez Zogo était le chef de chaîne. Et autre invité non des moindres, Raphaël Ndougou, qui est homme politique, Michel Florent Dikoumé, qui est membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et Faustin Touquet, analyse politique, mesdames et messieurs, mise en ordre des réalisations pour la Yanga, division de l'émission sur la page Facebook de Panorama Papers, Joachim Ipela, collaboration Jordan Ella et Diana Tangana. Je suis Saint-Germain Bicao, un blessé pour avoir le débat proprement dit. Tous les dimanches, j'écoute sa presse. Je suis Claude Nam, je porte mon plaisir l'artiste musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Santo. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Santo. Je suis Guy Roger Eba et j'écoute Radio Sianto. Bonjour, c'est Fatim Noah, écoutez Radio Sianto. Merci. La presse camerounaise a son globe, sa presse, le forum radiophonique du choc des idées. Ne dit-on pas Vous laissez parler les gens. Sa presse, pouvoir à la libre pensée, journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un confrère, entre guillemets, je mettrais même un petit trait d'union entre confrères. Alors, Il fait les comptes de plombier. Et lundi, pouvoir à la libre expression avec sa presse, notre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la... Allez, vous écoutez l'émission de la presse. On accueille déjà des invités présents dans ce studio. Michel Florent Dikoumé, bonjour. Bonjour Serge Aimé, bonjour à mes copanélistes et bonjour à tous vos nombreux auditeurs. Et membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais on ne va pas oublier de dire que vous êtes internationaliste. Bienvenue dans ce studio. Merci. Faustin Touquet, bonjour. Bonjour Serge Aimé, bonjour aux auditeurs de RTS, bonjour aux copanélistes en studio et merci une fois de plus de nous honorer par une invitation à votre banquet médiatique. Analyse politique et épistémologue. Vous avez bien signé sous la manière de cette casquette-là. Oui, analyse politique certainement, donc politologue, épistémologue aussi. Et c'est peut-être même la casquette la plus intéressante, la plus portante. Parce que l'épistémologie, c'est, comment dire, c'est comme du journalisme scientifique. Voilà, l'épistémologue à proprement parler n'est pas un scientifique. C'est quelqu'un qui commente la science en train de se faire. C'est donc une activité qui est censée rendre la science attrayante pour le grand public. Un peu comme Martin Camus-Mine, le célèbre chroniqueur sportif. Vous pouvez ne pas aimer le football, mais quand vous l'entendez faire son show, vous dites, mais il parle de quoi? Vous commencez à vous intéresser à la chose. Donc, l'épistémologie, c'est ça. C'est une activité dont nous avons le plus besoin en Afrique subsaharienne. Parce que justement, nous sommes très en retard au plan scientifique. Merci bien.
Bonjour Serge Ménico et bonjour aux panélistes, bonjour à votre équipe technique qui vous accompagne ce matin, bonjour aux millions d'auditeurs de Zaples. Vous savez, c'est une grosse émission de débat qui existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui et nous sommes toujours heureux lorsque vous nous conviez à cette émission. Vous me permettez de recommander encore l'âme de Tobindi qu'on a enterré hier du côté de là-bas, dans la commune de Gonza, avec qui était conseiller municipal et chargé d'études à la cellule de communication du BUNEC. C'était un aîné. Le bureau national de l'état civil. Oui, c'était un grand frère également. Donc, nous revenons de là. Merci de nous avoir conviés à ce programme encore ce dimanche. Merci bien. Vous êtes homme politique et aujourd'hui on va explorer davantage votre posture de traditionnaliste pour voir quelles sont les différentes conséquences traditionnelles qui peuvent être réservées, notamment aux auteurs directs et indirects du changement corporel dont est victime et qui a emporté tragiquement Martinez Zoko. Nous espérons qu'on sera à la hauteur des attentes des auditeurs par rapport à cela. Merci bien. Allez, on y va donc avec le débat. Je vous propose de suivre la dernière actualité puisque lorsque nous avons décidé d'aller passer la nuit chez nous, il y a eu l'interview que nous avons suivie du RFI, l'interview que Arnaud Froncher a été qu'il a accordé notamment à la chaîne de télévision TV5. Écoutons une extrait sur cette interview et vous viendrez réagir. Des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations, nous avons donné ici même, et dans votre communiqué qui est intitulé Assassinat du journaliste Martinez Zoko au Cameroun, révélation sur un crime d'État, vous êtes plus précis sur l'identité des personnes, arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus qui sont ces personnes qui ont été arrêtées? Alors, ce qui est étonnant aujourd'hui, selon les enquêteurs qui ont amassé un nombre considérable d'informations, puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées, il s'agit d'officiers. Quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été reconnu par des criminels. Les criminels qui ont été engagés dans la rue, il a été connu par les services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, M. Justin Lamont. Les accusations déportées sont évidemment très lourdes et très graves. Vous dites avoir eu accès aux dépositions, c'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État. Alors, on a un point précis sur là où on est en quête, et aujourd'hui les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis, vous mentionnerez cela. Parmi les membres qui sont arrêtés, qui appartiennent tous les faits que personne n'est pas sur le examen, pour l'instant, tout reste évidemment présumé innocent, ça ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Lamont qui montre le directeur des opérations de la DGA, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité. Il faudra le confronter aux autres témoignages, mais en tout cas ce témoignage est authentique en tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis, ce crime qui a été commis, nous a paru évidemment intéressant de rendre public cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, des dépositions que vous qualifiez, je cite, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend? On a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation avec une filature qui a duré à peu près... Ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par M. Danois. En tout cas, ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRM pour l'intimider, le passer à tabac, et puis finalement, le tuer, puisqu'il ne ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé
où il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous avez parlé à 2 reprises de Justin Traoré. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de M. Belinda revenait. Pourquoi? Parce que le journaliste Martinez Zolus a été pris à lui à plusieurs reprises à l'antenne dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors qui est ce monsieur? C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, et qui apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Traoré, qui le situe sur les lieux où on était commis le crime au moment où le journaliste est passé à tabac. Il parle notamment d'un coup de fil que M. Belinda aurait donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso, et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zolus aurait été scellé. Léopold Maxime Eko. Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, le service qui a été visiblement mandaté comme ce serait un groupe de tueurs à gages pour régler son compte à Martinez et Zolus. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, dans un premier temps en tout cas donné une ligne de défense qui faisait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre M. Eko également, et que de toute façon il y a une forme de responsabilité hiérarchique, puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zolus. On parle également d'une troisième personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre de la Justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui, pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages. Mais il est évident que cette conversation, si elle a lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de M. Samuel Bouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais Paul Biya a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police-gendarmerie, qu'il y a eu une vingtaine de personnes interpellées, mais que la justice en effet suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Merci beaucoup Arnaud Froger. Allez, c'est Arnaud Froger que vous avez suivi là, journaliste à Reporters sans frontières. Faustin Etouké, quel crédit accordé aux déclarations faites par le représentant du Reporters sans frontières? Alors, merci Serge Aimé de me passer le premier tour de parole. Ce sont des informations. Vraiment, nous les écoutons, on les prend à, on va dire quoi, 50%. Ce sont des informations. Des informations qui, ma foi, peuvent être analysées suivant différents critères. Mais ce ne sont que des informations. Ce qui nous intéresse, nous, hommes de science, ce sont des faits. Et les faits, c'est qu'il y a un contexte où un journaliste aurait fait des dénonciations. Et lorsqu'on dit au conditionnel aurait fait des dénonciations, c'est parce qu'à la vérité, ce ne sont pas des dénonciations. Donc il y a d'abord un contexte. Il y a eu, semble-t-il, des menaces. Il y a eu un enlèvement assez bizarre parce que l'enlèvement s'est perpétré devant une brigade de gendarmerie. Ensuite, il y a eu la découverte d'un corps très abîmé,
très amoché, en état de putréfaction. Ça, ce sont des faits. Maintenant, on peut les interpréter comme on veut. Des noms de suspects ont circulé. Ce ne sont que des allégations. Ensuite, on a vu apparaître un communiqué venant du secrétariat général de la présidence de la République. Ça encore, c'est un fait. Et là, par contre, ça devient un peu bizarre. Pourquoi? Parce que il y a la justice au Cameroun. C'est un pouvoir judiciaire. Il y a des procureurs au Cameroun. Pourquoi un procureur ne s'est pas de lui-même saisi du dossier? Dans le pire des cas, peut-être le ministre de la Justice, hein, le patron du parquet. Qu'est-ce que la présidence de la République vient chercher là-dedans? Donc ça commence déjà, c'est un fait, mais ça commence à être un peu bizarre. Peut-être, ça indique indirectement que le patron de la justice, c'est l'exécutif, ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc il y a beaucoup de faits qui sont alignés, qui peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre. Il y aurait eu des interpellations parce qu'il n'y a encore eu aucun communiqué officiel sur l'identité des gens qui ont été interpellés. Donc c'est bien beau de citer un certain colonel Justin Danoué. Oui. Il n'y a pas de communiqué officiel le communiqué que nous avons lui dit que des personnes ont été interpellées. Maintenant, allez savoir... Aucune identité n'a été révélée jusqu'à... Aucune identité n'a été révélée. D'ailleurs, si on s'en tient justement au fleuve d'informations qui court dans la cité, il y a un principal suspect que, ma foi, je ne vais pas citer ici parce que ce monsieur aurait été interpellé. Après, on dit, bon, il n'y a pas eu d'interpellation. Un journal fait son mea culpa. Ils ont été mal informés et tout, etc. Donc, rendu à ce niveau, c'est comme si on essaye de brouiller les cartes, de crypter les analyses. Mais il y a des faits sur lesquels nous sommes d'abord tous d'accord. Ensuite, il y a des analyses qui pourront être faites par diverses parties. Donc, ce que nous venons d'écouter là, venant de Radio France Internationale, je n'ai pas retenu même le nom du monsieur qui... Arnaud Fauger, qui est le représentant du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Bon, c'est un nom compliqué à retenir. Toujours est-il dit qu'il a fait son analyse à lui, c'est-à-dire qu'il a interconnecté les faits comme il a pu. C'est une analyse qui n'engage que lui. Pour nous, hommes de science, on voudrait surtout s'arrêter sur des faits et à partir des faits, produire des conclusions qui n'appelleront pas des critiques ou alors qui ne seront pas facilement invalidées. Donc c'est à ce titre que l'analyste politique, politologue et épistémologue surtout va se prononcer donc dans cette affaire. Arnaud Fauger parle du crime d'État parce que perpétré par, dit-il, par les services de renseignement. Est-ce que vous crédibilisez justement ce propos-là? Je ne pourrais pas parler de crime d'État. Un crime d'État, c'est un crime commis pour des raisons d'État. Maintenant, si des individus qui travaillent pour l'État ont des intérêts particuliers et utilisent la puissance de l'État pour commettre des crimes crapuleux, ce n'est pas un crime d'État. C'est-à-dire, si un prêtre viole une fille, vous n'allez pas dire que c'est l'Église catholique, c'est le système catholique qui a commis le mot que je n'aurais même pas dû prononcer là tout à l'heure. Donc, il y a des individus qui ne sont pas encore officiellement nommés, qui auraient commis pas seulement un crime, parce qu'en fait, s'il faut tuer quelqu'un, on peut lui mettre une balle dans la tête. Oui. On peut simuler un accident. On peut brûler sa maison. En fait, on peut le faire périr. S'il faut juste l'effacer, le faire taire. Si même donc vous vouliez juste intimider quelqu'un, vous le passez à tabac, il décède. Mais dans le pire des cas, faites disparaître le corps. Il y a la catastrophe des Eka. Oui. C'était un événement, disons, presque naturel. Les gens ne l'ont pas vraiment voulu, même si on peut indexer, n'est-ce pas, une mauvaise politique gouvernementale en matière de transport. Donc, c'est pas comme si on a voulu. Et il y a des corps qu'on n'a jamais retrouvés jusqu'à présent. On sait qu'ils sont morts, mais bon, c'est pour dire, le corps aurait pu être... il aurait pu disparaître, mais aujourd'hui on vous a quand même présenté le corps, on nous a quand même présenté le corps. Pourquoi? Très vraisemblablement pour faire passer un message. Lequel? Un message à qui? Bon,
un message de terreur, un message d'effroi, semer la psychose, que les gens puissent apprendre ce qu'il en coûte, n'est-ce pas, de se mêler des choses dont ils ne devraient pas se mêler. C'est pour ça que nous avons dit en début, il y a le contexte d'abord de cette affaire. Et le contexte de cette affaire indique clairement qu'au Cameroun, les institutions officielles sont largement phagocytées par des institutions officieuses. Que reproche-t-on à M. Martinez-Zogo? On lui reproche de faire des dénonciations pour certaines calomnieuses sur l'utilisation de l'argent public. Dans une république, l'argent public ne s'utilise pas comme on veut. Dans une république, l'utilisation de l'argent public est votée par un parlement et ce parlement qui suit l'exécution, n'est-ce pas, de l'argent qu'il a permis au gouvernement d'utiliser. Oui. Ensuite, vous avez des universitaires qui viendront éclairer. Ensuite, des journalistes vont reprendre pour amener l'information à l'échelle du commun des mortels. Donc, l'exécution du budget, l'utilisation de l'argent public dans un État normal ne relève pas du secret d'État. Mais nous nous retrouvons ici dans une situation où, au Cameroun, le Parlement ne s'intéresse pas beaucoup à expliquer aux citoyens ou à eux-mêmes déjà comment l'argent de l'État est utilisé. On peut les excuser, pour la plupart ce sont des analphabètes, et je pèse mes mots. Ce sont des gens, même qui à la vérité, ne votent que des lois. Ils n'élaborent pas des lois. L'exécutif fait des lois, leur demande de lire, de voter. On peut donc excuser les parlementaires. Ils ne font pas leur travail. Maintenant, nous avons les universitaires. Les universitaires, eux, ils ne sont pas excusables parce qu'ils sont censés avoir les outils pour comprendre les mécanismes complexes de la gestion budgétaire. Ils peuvent faire des articles scientifiques que le grand public ne lira pas, ne comprendra rien, mais des journalistes peuvent lire et commencer à ramener l'information au niveau du commun des mortels. Oui. Quand c'est donc un seul individu, en l'occurrence Martinez-Zogo, qui commence à partir de ces investigations à livrer au public des informations qui n'auraient jamais dû être, on va dire, opacité, ça pose problème. Et si pour cette raison il doit être puni, par puni on entend torture, etc., c'est encore doublement un grave problème. Donc voilà des faits. Le contexte au Cameroun montre que les institutions officieuses dominent largement les institutions officielles. Parce que Martinez-Zogo faisait un travail républicain. C'est un travail que les parlementaires doivent faire. Ils n'ont pas les compétences au Cameroun parce qu'ils sont pour la plupart des analphabètes. Ça, on peut le comprendre. Les universités ne sont pas des analphabètes. Ils doivent expliquer et les journalistes vont prendre le relais. Il y a la loi sur la bonne gouvernance, gestion financière, elle est votée en 2018. Elle donne la possibilité aux médias, à la société civile de s'intéresser et l'obligation au gouvernement de rendre compte de la gestion publique. Donc il n'y a pas de secret là. Donc si maintenant les informations sont opacitées et que quelqu'un qui commence à les dire publiquement est menacé, est tué, est torturé, et semble-t-il par des agents même qui ont la puissance de l'État, ce n'est pas l'État qui tue Martinez-Zogo. Ce sont des individus crapuleux qui méritent de subir le même traitement, peu importe ce que les droits de l'homme diront, qui ont commis le crime. Donc le contexte est là. Les actes ont été posés. Maintenant les conséquences. Les conséquences, il faut être froid. Je suis désolé. Vous savez, les médecins ne voient pas le monde comme nous. Ils voient les hommes et les femmes tels qu'ils sont là, en principe, en bonne santé. Mais quand vous amenez un accidenté à un hôpital, vous croyez qu'un médecin s'alarme? Il est habitué à voir le corps humain dans tous ses états. Oui. Quel que soit l'état, il n'est pas choqué. Il va vous traiter, il va essayer de vous reconstruire, de vous ramener à l'état normal qu'on peut appeler vous êtes en santé. Donc un homme de science n'est pas choqué, quelles que soient les informations qu'il reçoit. Il les traite de manière froide. C'est peut-être pour ça qu'on croit souvent que les scientifiques sont bizarres. Ce n'est pas une bizarrerie, c'est qu'on ne voit pas la réalité de la même manière. Alors, l'homme de science cherche des régularités. Régularité, ça veut dire on essaye de trouver des constances entre les causes et les effets. Oui. Le traitement réservé à Martinez-Zogo n'est pas le premier.
Et on sait comment les autres cas se sont traités ou soldés dans l'indifférence quasi générale. Parce que l'indignation populaire au Cameroun ne dure pas longtemps. C'est comme un feu de paille, c'est comme un feu d'une bougie, ça ne dure pas suffisamment. Pour des raisons qui pourront être expliquées dans un deuxième tour de parole. Oui. Donc pourquoi le cas de Martinez Zogo semble échapper à la causalité générale des crimes crapuleux au Cameroun? Voilà la question que l'homme de science va se poser. Parce que logiquement, le cas de Martinez Zogo devrait faire un peu d'effervescence quelques semaines, peut-être un mois, et puis les Camerounais retournent à leur train-train quotidien, se vautrer dans la misère, s'engueuler de temps en temps sur des plateaux de télévision, de radio, et puis on attend le prochain crime. Pourquoi ce crime-ci, il semble sorti de l'ordinaire? Pourquoi ça fait jaser? Et pourquoi on oblige littéralement le gouvernement à faire semblant de se mouvoir? Un communiqué du secrétaire général de la présidence, on cite officieusement des interpellations de très hautes personnalités du renseignement. Pourquoi tout ce ramdam? Voilà les questions que l'homme de science va se poser. Il sera heureux d'y répondre lors du deuxième tour de parole. C'est entendu. Madame Michel Florent Dikoumé, quel est votre commentaire après avoir suivi le représentant du Bureau Afrique central de Reporters sans frontières à Mofroger? En fait, je tiens déjà à signaler que lorsque j'ai vu la thématique, je n'ai pas voulu venir. Je viens là simplement parce que j'ai Serge Nicoy et puis je suis désolé de réaliser que M. Xavier Messeki a fait un tour là-bas, il n'a pas répondu présent. Non, il y était à 2 reprises, mais... Non, il n'a pas répondu présent, il fait partie du panel, il n'est pas là. Oui, Xavier Messeki n'est pas là, malheureusement. Voilà les raisons qui ont permis quand même que je vienne, parce que je ne voulais pas parler de cette histoire qui jusqu'à présent encore a placé tout le pays en émoi. Et je ne tarirai pas, ça veut dire que de présenter mes condoléances à Amplitude FM, qui est la famille professionnelle du défunt, à sa famille nucléaire, à nous tous Camerounais, parce que ça a été une onde de choc, dites-vous. Il y a mort, oui, mais tout est dans la manière. C'est-à-dire que la façon dont nous quittons la scène, nous sommes tous appelés à partir, mais la manière dans laquelle on quitte la scène, c'est elle qui choque, c'est elle qui fait problème. Alors, le commentaire de notre journaliste, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. Parce qu'en fait, il ne nous apporte rien de nouveau que nous ne sachions déjà. L'opinion raconte encore qu'il y a même des contre-vérités par rapport à ce reportage. Lesquelles en l'occurrence? Qui voudrait que les hautes personnalités qui ont été interpellées ne soient pas allées là-bas pour le problème du décès de Martinez. Je crois que vous l'avez suivi tout comme moi aussi, que c'était une autre affaire qui n'a rien à voir avec cela. Comme quoi, nous n'attendons pas de journalistes ou de reporters sans frontières nous dire ce qui se passe chez nous. Nous tenons à ce que ce soit les autorités. Et je crois que, parlant des autorités, il y a des pas qui sont faits. C'est vrai que certains s'offusquent de réaliser que ce n'est pas une procédure pénale, mais plutôt administrative. Je dis, bon, on n'a pas indiqué au gouvernement son mode de fonctionnement. Et au-delà de ce que ce soit simplement une enquête administrative, je tiens également à souligner que la justice que nous réclamons n'est pas, ne relève pas du peuple. C'est vrai que le peuple est une force, le peuple a le droit de demander, de s'inquiéter et de poser des problématiques, mais aussi il faut retenir que le temps du gouvernement, le temps de la justice, qu'elle soit immanente, divine ou qu'elle soit administrative, n'est pas le temps du peuple. Donc nous attendons que l'on nous dise clairement les qui ont été interpellés et qui ne l'ont pas fait. Parce que vous voyez, l'opinion quelque part instrumentalise déjà un peu cette histoire et qui commence quelque peu même à s'étioler. Elle perd un peu de saveur parce que nous avons d'autres journalistes, ceux d'Internet, qui vont plus vite dans les conclusions, dans les analyses, que ce soit au Cameroun comme à l'étranger. Et ça met un peu en mal Internet, le gouvernement et les gouvernements qui souvent, avant de savoir quoi dire, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi la politique de couloir. Le gouvernement met sur la scène ce qu'il juge nécessaire pour le peuple. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui. Une autre raison pour laquelle je ne voulais pas venir ici aussi, parce que j'ai constaté que quelque part, si la version du journaliste s'avère vraie, parce qu'on l'avait déjà, c'est une affaire aussi entre copains qui simplement a mal tourné. Parce que quand on regarde de très près, on réalise qu'il y a un lien entre toutes ces personnes. Tel a appelé, tel avait dit ceci, tel a fait cela. Et vous voyez, et ça met mal à l'aise de pouvoir en parler aussi. Nous attendons donc du gouvernement qui a déjà, n'est-ce pas, implémenté une procédure
de pouvoir la mener à terme. Comme disait déjà quelqu'un, nous on s'en tient au fait. Il y a eu mort d'homme, il y a un Maccabée qu'on a trouvé qui est dans la chambre froide en ce moment. Nous attendons qu'on dise concrètement les qui ont été interpellés. Parce que si on a des communiqués qui interviennent en disant que le chef de l'État a prescrit une enquête, il faudrait que le même communiqué nous dise aussi que tel et tel ont été interpellés et que le même aujourd'hui rende publiquement son verdict. Donc je crois que épiloguer sur ce qu'attendent les uns les autres sur une lecture autre que ce que nous entendons, un exercice assez difficile en ce moment. Raphaël Ndougou, vous avez également un regard à porter sur les déclarations du naufragé. Vous avez suivi tout à l'heure. Il faut dire que moi je n'aime même pas souvent sur les médias internationaux. Et pourquoi? Pour la simple raison que ils ont leur façon de fonctionner. Mais pour le cas de Martinez, je l'ai dit quelque part, c'est déjà un problème assez mondial, hein, parce que Martinez était un communicateur et dit-on souvent, les médias c'est le quatrième pouvoir. Et que lorsqu'il a été tué de cette mauvaise manière-là, tous les communicateurs du monde sont concernés, se sentent concernés. C'est pour cette raison que je voudrais dire quelque chose concernant ce qu'il a déclaré. Et au regard des personnalités qu'il a citées. Mais moi-même, je suis un peu gêné. Je suis gêné parce que on parle d'une mort, quelqu'un qui est mort, de manière vraiment que personne ne peut vouloir mourir. Parce que ce qu'on a vu là, sur les photos et tout ça, vraiment, c'est très difficile. Maintenant, est-ce que les gens veulent profiter de cette mort-là pour, premièrement, se régler les comptes, deuxièmement, c'était une récupération. Et là, vous avez dit que je suis quelqu'un qui est attaché à la tradition, c'est vrai. Oui. Ceux qui veulent récupérer cette affaire-là peuvent prendre leur dépens dans l'avenir. Hein. Parce qu'il s'agit d'une mort par, on va dire, une mort... c'est-à-dire quelqu'un qui a été assassiné, dans la tradition. C'est le show, c'est quelque chose... en langue locale. Oui, je cherchais ça pour essayer de couler que je comprenne. Chez nous, en Bassa, il y a on dit Mbak. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mort suite d'un accident de circulation, par noyade, par pendaison et tout ça là, ça rentre dans le taux dont on parle. Exact. Et c'est une mort de sang. C'est-à-dire que quand il y a le sang, il faut éviter que vous soyez tacheté de ce sang-là. Parce que ça va vous suivre. Oui. Même quand tout cela va finir, la famille nucléaire de Martinez doit pouvoir faire le tour pour purifier. C'est un rite de purification. Pour que ça n'arrive plus dans leur famille. Et avant même d'en arriver là, on va s'interroger, qu'est-ce que dans cette famille-là, est-ce qu'il y a déjà eu une mort, peut-être par le passé? Les uns et les autres pourront dessiner ici leur arbre généalogique pour comprendre d'où ça vient, pour faire le lien, d'où ça vient. Ça, c'est l'aspect purement traditionnel. Et à ce niveau-là, il ne faut pas que des personnes cherchent à profiter. Parce que si vous prenez la tâche de sang là, votre famille et vous-même, vous allez prendre vos dépens. Maintenant, pour les enquêtes qui ont été, l'enquête qui a été prescrite à travers le secrétaire général du président de la République, mais à travers le secrétaire général du communiqué, le secrétaire général, la présidente ministre d'État, il a déjà fait 2 sorties, nous amène à réfléchir davantage. Parce que le journalisme de confrères je crois c'est TV5. C'est les noms. On a suivi dans les réseaux sociaux qu'il y a des noms des personnalités. Oui. Je crois que jusqu'ici, sauf si je me trompe, jusqu'ici, le responsable en chef des services secrets camerounais n'est pas libre. Si on s'en tient à ce qui est déclaré là. Et la question c'est de savoir, ok, si à partir de cela, on a pu mettre la main sur certaines personnes de ces services secrets-là, les autres personnes qui ont été citées, qu'en est-il? Parce que le deuxième communiqué du ministre d'État a dit que des personnes ont été arrêtées ou alors ont été citées dans l'affaire. Arrêtées. Mais ça s'est passé il y a peut-être 2 jours ou 3. Nous sommes dimanche. Peut-être demain lundi on nous dira à quel niveau on est avec l'enquête. Il est bien vrai que ça prend le temps que ça prend, mais force est de constater que ici, ceux qui ont fait le droit savent que notre code pénal dit, lorsque c'est les mêmes écoles, la maison de ces mêmes écoles est connue, c'est les mêmes écoles qu'on connaît là où ils travaillent. On peut donc, en attendant les conclusions de l'enquête,
relâcher des personnes qui ont été incarcérées ou alors faire avancer la procédure, les présenter au procureur. Comme nous n'avons pas de juge criminel ici, c'est le tribunal, comment vous appelez, militaire qui va s'en charger certainement. Qu'on les présente donc au procureur. Parce que c'est très compliqué ce que nous voyons là. Et nous pouvons donc dire, est-ce que les gens veulent profiter de la mort de Martinez pour faire, pour un, régler leur compte, d'autres pour profiter. Parce que nous voyons ici des groupes qui sont en face et qui se règlent leur compte. C'est visible. C'est visible. Parce que j'ai entendu dire que au stade actuel des choses, il faut qu'on nous dise. On vous a cité les personnalités. Oui. À nos Fougier, on a cité trois. Justement. Mais pourquoi c'est seulement le chef des renseignements et certains de ses collaborateurs qui sont gardés à vue? Si donc on s'en tient aux déclarations d'un lieutenant-colonel ou un colonel qui a donné des noms, alors qu'on aille donc vite, mais le temps de mener l'enquête doit pouvoir permettre qu'on relâche quand même, parce que, M. Bicol, on a quand même là quelqu'un qui prend les notes et les envoie au chef d'État directement. C'est-à-dire que les services secrets, les services de renseignement, il fait des notes de renseignement au chef de l'État. Ce n'est même pas beau pour notre pays. C'est-à-dire que, comme disait le journaliste de TV5, le monde entier est au courant qu'il y a un haut responsable, il y a des hauts responsables des services de renseignement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces services-là ne font pas suffisamment leur travail ou alors font tellement leur travail. C'est notre pays qui prend des mauvaises images ici. Même le fait d'assassiner un journaliste dans notre pays, étant entendu que le chef de l'État a annoncé des grands chantiers le 31 décembre concernant par exemple l'exploitation du fer et autres, vous savez que quand les investisseurs vont venir, ils peuvent craindre. Ils peuvent se dire, ça c'est un pays où on assassine des journalistes, ça c'est un pays où on pourchasse des journalistes, ça c'est un pays qui n'a pas de liberté, pourtant il n'en est rien. Parce que de toutes les façons, vous savez quel est le niveau de liberté d'expression qu'on a au Cameroun et que, à un moment donné, si ces investisseurs se disent donc, par le fait que Martinez a fait certaines dénonciations, alors peut-être c'est ça qui lui a coûté la vie. Ça gêne. C'est notre pays qui parle une mauvaise image. Il faut donc, comme le chef d'État a demandé que cette enquête-là soit menée par deux unités, si vous voulez, la gendarmerie et la police, il faut donc aller très vite pour comprendre de quoi il est question et qu'on dise au peuple camerounais, voici ce qui s'est passé. Moi, je dis même que les commanditaires soient libres, que ceux même qui ont posé cet acte-là soient libres. Mais on aura la tête tranquille, sachant que telle personne avait participé à l'assassinat de Martinez. Et il y a autre chose. Après donc l'assassinat de Martinez, il faut bien que les faits lumière de nos magistrats puissent donc, puisque j'ai vu une note qui est en circulation, que Martinez avait faite à l'endroit de la présidente de la cour d'appel du centre, et il a amplié à des hauts responsables du pays. On peut donc aussi s'interroger dans l'avenir que est-ce que ce qu'il disait, on va enquêter pour savoir si ce qu'il disait était vrai ou faux, parce que de toutes les façons, il s'agit ici des fonds publics, et donc il faut aussi s'intéresser à ça, parce que ça ne doit pas laisser l'être mort. Il faut qu'on sache est-ce que ce qu'il disait était vrai. À ce niveau-là aussi, peut-être son âme va reposer en paix, sachant que parce que quand vous suivez un de ces extraits, il dit qu'il a déjà atteint son objectif, et il parle à une personne pour dire vous pouvez maintenant me faire ce que vous voulez. Ouais. Moi, j'ai déjà atteint mon objectif. C'était justement la veille de son enlèvement. Vous voyez. Et donc, tout ceci, moi, dans mon village également, nous savons que la mort peut aussi sauver. C'est-à-dire que Jésus-Christ a été crucifié pour sauver l'humanité. Dieu pouvait le faire autrement. Mais il a bien voulu que l'humanité voit comment c'était son fils. À un moment donné, il a pris peur, il a demandé à son père pourquoi tu m'abandonnes. Donc, vous comprenez qu'à un moment, Martinez peut mourir. Oui, dans les mauvaises conditions, nous les prenons tous cela. Mais il faut donc, après cela, quelque chose change. Parce que de tous les, il citait l'ensemble d'un certain nombre de choses, des marchés publics, les lignes 94, tout ce que vous connaissez. Mais est-ce qu'après sa mort, on pourra quand même se dire quelque chose a changé dans ce sens?
Parce que le chef de l'État a dit le 31 décembre qu'il appelle les Camerounais à l'accompagner dans la lutte acharnée contre la corruption qu'il a engagée depuis. Et il a dit, toute personne, ça dit que quel que soit le niveau de responsabilité que quelqu'un a dans le pays, si vous êtes coupable, ils vont rendre gorge. Donc il a demandé qu'on l'accompagne. Et vous les médias, vous le faites d'une certaine manière. S'il est établi que Martinez avait ici calomnié, ou alors un journaliste calomnie une personnalité ou un autre Camerounais, les instances judiciaires sont là. Donc moi je crois que si jusqu'à demain lundi ou mardi, les enquêtes n'ont pas avancé, ce n'est pas bon de garder, sauf si le chef d'État prend un décret pour le remplacer. Parce que je vous assure qu'on a un chef des renseignements, quelqu'un avec son bic qui prend les notes et qui tombe sur la table du président en guise de renseignement. Notre image en dépend et ce n'est pas normal. Soit alors, on auditionne tous ceux qui ont été cités par X ou Y, on les auditionne et on voit quel est le niveau de responsabilité des uns et des autres, et puis l'enquête avance. Je vous assure, je le répète encore ici, que ce n'est pas bon. C'est comme si on prenait des responsables, soit de la police ou de la gendarmerie, et on les garde à vue. Je vous assure que ce n'est pas beau pour notre pays. D'accord. Faustin Touquet citait tout à l'heure les universités. Solange Carmeni Tokotokide. Les universités ne sont pas excusables par rapport à tout ce qui se passe, notamment au sein de l'espace public. Apollin Kassa qui dit l'assassinat de Martinez Zogo pourra signer la fin de certains apparatchiks de ce pays. La découverte de son cadavre va faire vibrer ce pays. Ça ne fait que commencer. S'ils avaient fait disparaître le corps de Martinez Zogo, aucune enquête ne sera jamais ouverte. Le karma les suit. Alors, en début de semaine, lorsqu'on faisait tout à l'heure les différents journaux, c'est le quotidien Le Jour qui s'inquiétait déjà du piétinement de l'enquête. Et Chantal Kenfa qui a fait l'article fait référence au fait que le même jour qu'on avait fait des prélèvements sur deux corps, notamment celui de Gabriel Dodo Ndoké qui était ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Il y avait également les prélèvements de Martinez Zogo, mais les prélèvements du ministre ont été envoyés en analyse, alors que ceux de Martinez n'ont pas été envoyés en analyse. Quel est le commentaire que vous en faites lorsque vous voyez ce deux poids deux mesures, Faustin Touquet? Nous constatons, l'homme de science constate la régularité de la causalité par rapport à certains crimes, assassinats ou graves entraves aux droits humains dans le Cameroun. On essaie de redire en français plus facile. C'est normal que le traitement des prélèvements pour analyse ADN fait sur le présumé corps de Martinez Zogo, parce que si on recourt à l'analyse ADN, c'est que quelque part on soupçonne que ça peut ne pas être lui. Donc c'est normal qu'on le fasse traîner. C'est normal pourquoi? Pas normal par rapport à l'éthique, mais normal par rapport à l'environnement camerounais. Où nous avons des... Il y a, je crois, 1 an, il y a un jeune dont j'ai peut-être oublié le nom, mais je cite comme ça. Une petite bagarre au quartier, il est poignardé, il vient à l'hôpital central et puis on le prend en charge. Plus tard on dit... on n'avait pas vu que l'intestin était perforé, c'est pour ça qu'il a des douleurs, il faut l'opérer d'urgence. J'ai appris un nouveau mot à cette occasion, la paratomie, il faut ouvrir le ventre, il faut nettoyer, il faut refermer. Il semble qu'on a refermé, ça ne s'est pas bien passé, il faut encore réouvrir. Et puis le garçon, il meurt. Bon, la faute n'a pas de chance. On l'aurait enterré dans les pleurs tout simplement. Mais il semble que le jour où on doit lever le corps, la famille trouve suspecte certaines choses, que l'enfant, il aurait des bandages partout, qu'on l'aurait chapitré, qu'on aurait prélevé des organes, ça fait un tabac, boum, le corps n'est plus levé. Oui. Aujourd'hui, il y aurait eu autopsie, je ne sais pas. Il y a eu un résultat d'enquête officielle, je ne sais pas. Si vous savez, vous me dites. Mais on a suivi le témoignage des membres de la famille.
comme c'est un témoignage de première main, on dit qu'on l'a pris pour l'opérer la deuxième fois. Apparemment, on l'a opéré à vif parce qu'on parlait d'éboulements, de douleurs et tout, etc. Et certains vont vous dire, bon, quand on veut prélever des organes, soit c'est sur un cadavre, là le gars ne crie pas, soit alors c'est toujours est-il dit qu'il semble avoir été charcuté. C'est très grave, ça heurte la conscience. Dans un pays, ma foi, j'ai envie de dire normal, beaucoup de têtes seraient tombées. Mais ici, chez nous, il semble plutôt qu'on ait puni les médecins qui ont voulu faire un peu trop de lumière dessus. Donc, ça, c'est notre normalité. Il y a un monsieur qui semble-t-il était prêtre ou évêque, je ne sais pas trop quoi, qui se serait officiellement suicidé. Des témoignages sont venus invalider cela. C'est comme frère. Non, il était très bon nageur. Les gens de son évêché, non, rien n'a pu. Bref, on l'aurait également aidé à mourir, et semble-t-il, après des sévices. Il y a eu des indignations générales, mais elles ont été éphémères comme d'habitude. Donc ça, c'est notre pays. Oui. Donc nous sommes habitués aux indignations, on est fâché, et puis on oublie doucement, le train-train recommence. Pourquoi avec M. Martinez Zogo, l'indignation ne semble pas faiblir? Et pourquoi le gouvernement se voit donc contraint de donner l'illusion de se mouvoir? C'est ça le point. Pourquoi c'est le gouvernement qui ordonne une enquête? Moi, j'aimerais bien comprendre. J'ai la faiblesse d'avoir été un très bon étudiant. J'ai fait l'université de Yaoundé, la faculté des sciences juridiques et politiques. Et toute modestie mise à part, quand on cherche les meilleurs, on ne peut pas ne pas citer notre nom. Et aujourd'hui, on n'est plus étudiant, on a traversé certaines sphères. Donc j'aimerais bien comprendre au nom de quoi, vu la constitution du Cameroun, la présidence de la République s'autorise à prescrire une enquête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le pouvoir judiciaire devrait et doit faire son travail. Maintenant, puisque nous sommes sur le terrain de la science et qu'on a constaté qu'au Cameroun, il y a toujours des régularités où il y a des meurtres ou des assassinats ou alors des disparitions, des morts bizarres, indignation populaire, ensuite ça s'éteint et puis la vie reprend son cours normal. Mais il faudrait que ce qui est arrivé à M. Martinez Zogo, peut-être qu'il s'est enlevé lui-même, comme disait un certain lanceur d'alerte là. J'essaie de ne pas me rappeler des noms des gens. Il y a eu tellement de scénarios. Peut-être même on l'a enlevé pour lui faire peur. Il a eu une crise cardiaque et puis c'est un corps mort qu'on a mutilé pour faire peur aux gens. Et on peut soulever toutes les hypothèses qu'on veut. Le fait simplement c'est qu'il était vivant, il n'est plus vivant. Maintenant, il n'est plus vivant, on voit le traitement qui est en train d'être opéré. Et ce traitement n'obéit pas au schéma camerounais que nous connaissons. La raison, ou alors la question pourquoi, doit entraîner l'élaboration d'une hypothèse ou la proposition d'un raisonnement cohérent qui montre pourquoi le cas de Martinez Zogo commence à échapper à la matrice économico-sociopolitique camerounaise. Le problème, c'est l'internalisation. Tant que c'est entre nous là, nos petites nègreries là, entre nous là, surtout que le cas de Martinez Zogo est simple. C'est un écan qui a été, semble-t-il, tué par des écans, donc c'est une histoire de famille. Pourquoi les gens doivent venir mettre leur bouche dedans? À la vérité, même si ça commence à chauffer au Cameroun, qu'est-ce qu'un Wadjo a à faire de ça? Je veux dire, pourquoi il s'énerverait au point de marcher, de demander quelque chose? Qu'est-ce qu'un Bakweri là, ou un gars de l'Est? Si c'était peut-être un gars d'une communauté nico-tribale assassiné par un autre, vous comprenez, ça pourrait mouvoir un peu les Camerounais dans un sens où ça peut nous arriver à nous. C'est une histoire à la limite de famille. Le Cameroun a décidé de ne pas encore être une république. Les gens sont enfermés, n'est-ce pas, dans des enclos, dans des raisonnements nico-tribales. Donc, c'est un gars qui a été éliminé par les siens. Donc, non seulement au niveau du Cameroun, ça ne devrait pas trop faire jaser pendant longtemps, c'est-à-dire on peut reculer, la vie continue. Mais pourquoi jusqu'à l'international, ça s'en va
soulever des lames de fond. Malheureusement, le Cameroun est un pays qui dépend assez de l'international. Il y a quelqu'un qui nous a dit, non, lui je vais le citer, le président de la République avait dit nous consommons ce que nous ne produisons pas, nous produisons ce que nous ne consommons pas. Donc que ce soit les armes, n'est-ce pas, ce que les forces de sécurité ont, ceux avec lesquels ils peuvent peut-être commettre des assassinats ou des actes qu'ils ne devraient pas commettre avec les armes de la République, ce n'est pas fabriqué ici. Donc la plupart des choses viennent de dehors. Si l'international commence à nous regarder bizarrement, surtout qu'au Cameroun, nous avons des stratèges, mais vraiment des génies qui ont réussi à construire une image du Cameroun à l'extérieur qui n'est pas exactement celle que nous vivons. Le cas de Martinez Zogo choque énormément. Au Cameroun, on va vous dire, il n'est pas vraiment journaliste, peut-être ce n'est qu'un animateur. Pour l'opinion internationale, il est journaliste. Donc je suis amusé par exemple quand il y a eu le communiqué du SGPR où on dit journaliste Martinez Zogo. Vous savez que pour certains Camerounais, il n'est pas journaliste. Pour être journaliste, il faut avoir fait certaines choses. Est-ce que le Cameroun a des écoles de journalistes? Officiellement, il y en a une seule. Et on n'y entre pas là-bas parce qu'on est bon. Vous savez comment on a des écoles camerounaises. Hein? Les gens entrent sous recommandation, sous lobby et tout. Donc il y a des gars très brillants qui auraient peut-être de très bonnes écoles de journalistes, mais qui n'ont pas pu y entrer. Donc sur le terrain, vous voyez que le gars est percutant, il tient vraiment le micro comme il faut. Et puis vous avez un gars qui est sorti, qui ne tient pas le micro. Donc, mais bref, on dit il est journaliste. Un journaliste est tué par rapport à des dénonciations. Il n'est pas seulement tué, il est donné un exemple. Il est massacré, il est torturé, il est exposé. Mais c'est un niveau de barbarie qui fait peur. C'est un niveau de barbarie qu'on ne soupçonnait même plus à cette époque. Et comme il y a une forte diaspora camerounaise, voilà le problème du Cameroun. Le Cameroun a tellement fait fuir ses brillants enfants qui de l'autre côté commencent à avoir voix au chapitre. Ils vont activer des ressources. Quand on parle de base, ce n'est qu'une parenthèse. Ce sont des Camerounais, quoi qu'on dise. Donc il y a beaucoup de Camerounais qui sont dehors, qui vont jouer au tam-tam là-bas pour attirer l'attention sur l'international commence à se mouvoir. Là maintenant le gouvernement est en mal. Parce qu'un tout petit problème, n'est-ce pas, d'une bagarre nico-tribale, la vérité, ça échappe au contexte camerounais, c'est-à-dire l'international. C'est ça qui dérange le gouvernement camerounais. Quand il dit gouvernement, c'est l'exécutif. Oui. Parce que le Parlement n'a rien à voir avec cette histoire. Le judiciaire n'a rien à voir avec cette histoire. Le judiciaire même ferait du très bon travail au Cameroun s'ils étaient indépendants. Mais on les maintient étroitement sous le joug du pouvoir exécutif. Il y a trop de dysfonctionnement dans notre pays. Donc maintenant, vous avez l'exécutif qui commence à dire on ordonne des enquêtes. On fait courir des rumeurs comme quoi des hauts responsables seraient interpellés. Moi, je croirais que le colonel, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, mais je retiens sa fonction. Ce qui m'intéresse, c'est sa fonction, le directeur des opérations à la direction générale de la recherche extérieure. C'est un important rouage de l'État. Il faut qu'un communiqué officiel dise qu'il est en garde à vue ou quelque chose comme ça. Sinon, tout le reste, c'est pour embrouiller les gens. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. On va manipuler l'opinion. Qu'elle aura l'impression qu'on lui a donné un peu de la justice. On espère que ça va se calmer. Ce qui dérange le gouvernement, c'est l'effervescence populaire, nationale et internationale. Sinon, je vous ai cité plusieurs cas où il y a eu des crimes. Voilà un gars qu'on a opéré vivant, probablement pour prélever ses organes. Est-ce que vous avez vu que le président a parlé ou bien le premier ministre ou quelque chose comme ça? Monseigneur Bala et Moron l'ont enterré. Je ne parle pas d'Angèle Belvin. Je n'ai pas envie de parler des sœurs de Djoum là parce que ça peut devenir plus compliqué. Des Prado noirs peuvent commencer à circuler derrière moi. Mais il y a des choses dans ce pays où vous demandez, mais comment est-ce qu'on peut charcuter des gens? Comment est-ce qu'on peut? Et c'est dans ce niveau d'impunité là qui donne même autant de zèle aux commanditaires de cet assassinat. C'est cette impunité là. Et c'est ce niveau d'impunité là qui malheureusement est en train de perdre ceux qui ont commis l'acte. Il y a une impunité qui est cultivée au Cameroun. Depuis les facultés de droit de sciences politiques, le problème est tellement systémique que dès qu'on commence à parler, on ne sait pas ce qui est important, on ne sait pas comment être dans les temps. Monsieur Martinez Zogo jamais dû être tué pour avoir mis sur la place publique des informations
financières, puisque ces informations financières sont réputées être publiques, le Parlement doit communiquer dessus. Les hommes de science, dont vos grands profs d'économie là, ils ont des titres, mais plus ou moins de zéro, des coquilles vides. Les grands juristes qui disent qu'ils font, ils doivent communiquer dessus. Et c'est leurs éléments que les journalistes vont prendre pour essayer de ramener à l'échelle du public. Donc, l'argent public ne se gère pas en cachette comme on fait au Cameroun. C'est de l'argent public. Mon argent de poche, je gère comme je veux, je vous dis pas ce que je fais. Mais l'argent public, ça ne se gère pas en cachette. Au Cameroun, ça se gère en cachette. Au point où quand quelqu'un rend ça public, on commence à le menacer et à le tuer. Comment est-ce qu'on crée ce climat d'opacité, de terreur là? Mais il faut des puissants vecteurs. Les principaux vecteurs sont des enseignants du supérieur. Les parlementaires, ils sont excusables. On les a élus, on les a votés. Ils sont des totaux, ils ne comprennent rien. Ils sont là pour voter, pour applaudir, pour manger de l'argent. Il y a quelques-uns qui sont instruits là. Je n'aimerais pas citer un ancien collègue du monsieur de Yaoundé 2 qui s'est retrouvé là-bas, je ne sais pas trop comment. Lui, il est instruit. Mais plusieurs là sont des... Ils savent à peine lire et écrire leur nom. Ils ne sont pas capables de comprendre l'essence d'une loi dans le fond, dans l'esprit. Et on dit comprendre, c'est-à-dire le gouvernement a mené un projet de loi. Un projet de loi. Ils ne sont pas capables de comprendre. À plus forte d'en concevoir. Donc ce n'est pas un vrai parlement. Donc ils sont excusables. Nous sommes entre nous. Mais les universitaires, même s'ils ont un niveau moyen médiocre, doivent comprendre et expliquer. Les journalistes doivent faire. Donc ce que Martinez doit faire est un travail républicain. Même si la forme a tendance à aller sur le Congo. Le journalisme, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour des universitaires. Donc ce n'est pas un français qui doit être hermétique. Vu le niveau de conscience des Camerounais, il utilise le phrasé qu'il faut pour que le plus petit Camerounais se reconnaisse. Moi, j'étais souvent surpris. J'ai écouté ces émissions que dans les taxis. Parce que je ne veux pas rester à la maison comme ça, je mets une émission où quelqu'un bavarde. Moi, vraiment, la recherche me prend trop de temps. Mais je faisais dans le taxi, parce que bon, nous on n'a pas encore des Prado, qu'ils soient noirs ou blancs. On est dans le taxi serré là, ou bien dans un car de soie. L'émission qu'on met, c'est... On est Martinez. Donc vous écoutez, vous comprenez ce qu'il dit. C'est pertinent. Mais pour une idée simple, il peut dire en 30 secondes, il dit peut-être en 15 minutes, avec des exemples, pour que le bas peuple comprenne. Mais ce n'est pas lui qui devait faire ce travail. Ou alors c'est le dernier maillon, ça devait être fait de plus haut pour que la transparence financière, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence financière au Cameroun qu'il y a corruption. Si on sait exactement où l'argent doit aller, c'est qu'il n'y aura pas de corruption. Maintenant, il y a d'autres paramètres plus importants liés au libéralisme politique et économique. Dans cette affaire, on reviendra peut-être. Il y a trop à dire là-dessus. Alors, madame Michel Soulan dit comment? Pourquoi il y a certaines zones d'ombre qui poursuivent par rapport à des éléments d'enquête? Jusqu'ici, nous sommes déjà du 22 janvier, nous sommes aujourd'hui le 5 février. Ça fait déjà près de 2 semaines. Des noms sont cités, mais les différents communiqués, que ce soit le communiqué du porte-parole du gouvernement camerounais ou bien le communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, aucun n'en est évoqué. Pourquoi aujourd'hui on a du mal justement à nous présenter, par exemple, les premiers noms des suspects qui sont interpellés et qui sont aujourd'hui comme je sais? Je vais commencer par le problème de l'autopsie avant de répondre à votre question. Ah oui. Pour vous dire que j'ai vu depuis ma tendre enfance mon père à moi autopsier certains malades, certains morts au Cameroun. Dire qu'on a plutôt envoyé les prélèvements de l'un et pas de l'autre, c'est encore une affaire à vérifier. Et puis il peut s'agir d'une affaire peut-être d'urgence ou d'une quelconque importance, parce que nous n'avons pas encore, il faut le dire chez nous, des tests cliniques avérés. Quand on voit le cas de celui qui vomissait du sang, les médecins ont ouvert, ils ont vu à nous dire que le foie et certains organes avaient éclaté. Oui. C'était ça qui provoquait l'hémorragie. C'est donc normal de chercher quelle était la cause de cela. On envoie les résultats. Bon, maintenant, le second, il a été brutalisé, mortifié. Il a connu tous les services corporels, c'est-à-dire qu'il est humain. Et ceux qui ont vu le corps ont posé tout de suite certains diagnostics, ceci manque, cela manque. Il est facile d'autopsier encore comme celui-là chez nous ici. On n'a pas besoin d'envoyer
les analyses ailleurs. Donc, ne mettons pas de l'huile sur le feu. Je crois que les médecins camerounais peuvent le faire. Et je crois qu'il y a des choses qui se disent même déjà par rapport à ces autopsies sur ce corps-là. Donc ça, c'est un faux débat. Ça nous choque tous, c'est vrai, mais restons toute raison gardée, n'est-ce pas, laissons l'émotion couler. Maintenant, quant à la traçabilité des lignes 94, 72 et tout ce qu'on veut dire, je crois qu'à avoir vu circuler venant du Consup des documents avec les noms de plusieurs Camerounais accusés de ci, de ci et de ça. Bon, est-ce que réellement c'est cette dénonciation qui fait passer notre frère et ami de Visa Trépas? Je crois qu'il y a un flou. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai comme l'impression là qu'il y a d'autres paramètres que l'homme de la rue et des ignorants comme nous autres ne pourront pas nous hasarder à donner réponse tout de go. Et dans ce Congo-ça du quartier, parce que c'est pour ça que je ne voulais pas venir, qu'on en soit radoté sur le Congo-ça du quartier. Non, vous avez... Attendez, j'ai ici là au moins 15 journaux qui en ont parlé. Oui, il y a des moi, je ne parle pas des ragots du quartier. Voilà, c'est pour vous dire je ne parle pas des ragots des réseaux sociaux. Moi, j'ai des journaux. Non, attendez. Là, vous avez le quotidien Le Jour, le quotidien Mutation, vous avez le journal Diapason, vous avez Kalara de Christophe Bobukono. Vraiment, oui, nous avons là des journaux sérieux qui traitent des faits. Ce sont des informations. Je ne parle pas des informations. Non, je vais revenir sur le cas, n'est-ce pas, de la procédure administrative, oui, demandée par le gouvernement. Donc, justement, dans tout ce qui se dit là, il ressort que le chef de la justice au Cameroun lui-même soit impliqué. Si on avait donné carte blanche à la justice du Cameroun de s'en occuper, nous tous nous serons encore offusqués. Mais on saurait être jugé parti. On est déjà en train de sortir le nom de la personnalité la plus élevée de ce département ministériel. Et maintenant, vous donnez encore à ce sujet, quel est le magistrat qui oserait s'aventurer là-dessus? Je crois que ça aurait encore été notre réaction à tous. Je crois quand même que ceux qui ont demandé une enquête administrative ont dû étudier certains paramètres et savent pourquoi ils ont orienté l'enquête de ce côté-là. Alors, pourquoi ça piétine? Pourquoi ça tarde? Nous posons tous la même question, pourquoi ça piétine? Et c'est pourquoi je vous dis que j'aurais voulu que Xavier soit là. Lui au moins qui a fait un tour là-bas, pour que quand même il nous affirme qu'il était là-bas, et qu'il nous, même s'il ne rentre pas dans le détail, mais quand même la quintessence de son passage là-bas, qu'est-ce que c'est concrètement dit? Parce que j'ai peur de m'aventurer dans des histoires compliquées. Dans la mesure où je vous ai dit que d'autres versions apparaissent, à savoir que ces gradés du renseignement qui ont été interpellés n'ont rien à voir avec l'affaire Martinez. Ils sont allés là-bas. Et les suspects donc parlent du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Il s'agit de qui? C'est pour cela qu'il y a un flou. Quand je vous parle des zones d'ombre, il s'agit de ça. De quelle personne parle Ferdinand Gongo? Concrètement. À l'entame ici, je vous ai dit que je souhaitais que de même qu'on a eu un communiqué venant du gouvernement, qu'on ait un second maintenant qui établit les responsabilités suite aux enquêtes menées. Ce qui est certain, c'est que les enquêtes se mènent. Mais qui même sont les parties prenantes de l'enquête, nous restons là. C'est une équation à n inconnue. Je ne sais pas si de manière concrète sur le panel, quelqu'un peut nous certifier que tel est là-bas et mieux arrêt, tel a été incarcéré pour le problème de Martinez. On nous dit que non, il y a eu un problème d'armes, des histoires, on nous le dit. Et que si ceux-là sont allés là-bas, ce n'est pas pour ça. Vous voyez, bon, quand on dit, les journaux disent, c'est des informations que nous avons. Mais les faits ne sont... C'est pour ça que j'aurais voulu que Martinez, M. Xavier, qui au moins a fait un tour là-bas, jusqu'à même qu'il était là-bas, et nous confirme qu'effectivement, ceux qui sont incarcérés là-bas le sont pour le problème pour lequel il a été convoqué. Mais malheureusement, vous voyez que nous sommes orphelins de M. Zogo sur le plateau, de M. Messé sur le plateau et... Sauf que nous avons échangé avec l'avocat, sauf que nous avons échangé cette semaine avec l'avocat, vous savez, M. Maître Manim, qui nous a fait savoir que, vous savez, mais ça fait 2 tours, le 30 et le 31 janvier à OCED, mais l'audition n'a véritablement pas commencé. Le colonel, le champion de Toulouse, lui a fait savoir que les enquêteurs sont très occupés et qu'il faut revenir après. Donc 2 fois, l'enquête piétine. Vous voyez donc là, il y a
il y a une forme de dilatoire. On est en train d'assister à quelque chose de kafkaïen. Ce qui est normal. Donc, nous ne savons même plus concrètement. C'est pourquoi je vous disais que quand vous m'avez invité pour ce problème, je n'ai même pas voulu venir. Ce qui m'a motivé, c'était le fait que monsieur Messé, au moins qui a fait un tour là-bas, soit là, pour que davantage on éclaire l'opinion. Nous avons tous soif de vérité. Nous voulons tous comprendre concrètement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je voudrais vous dire que le décès de votre confrère ne laisse personne indifférent. Je suis une femme, je ne souhaiterais pas voir mon fils dans cette position. Je suis une femme, je ne souhaiterais pas un coup de film disant que mon homme a été assassiné de cette façon-là. Je ne sais même pas si je tiendrai, je perdrai mon latin. Je ne sais même pas comment est-ce que je me comporterai. Mais ce qui est certain, c'est que j'aurais pris un coup de massue. C'est triste. Et cette onde de choc n'a pas qu'affecté le Cameroun. Et qu'elle a traversé les continents. La preuve, vous voyez qu'à un journal de 20 h sur une chaîne internationale, il y a quelqu'un qui se dit avoir des informations. C'est-à-dire qu'on le passe en direct. C'est pour vous dire que ça ne laisse personne indifférent. L'international s'en est déjà saisi depuis. Nous avons nos concitoyens qui sont de l'autre côté, qui se sont mus en journalistes d'investigation, qui ont des informateurs depuis le Cameroun. Ce sont eux plutôt de là-bas qui nous disent voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe, voilà. Mais ici, nous en sommes encore à attendre que les enquêtes nous disent concrètement de quoi il s'agit. C'est pourquoi je ne voulais pas aller trop vite en besogne. Je ne peux pas me mettre devant la justice ou me mettre au niveau de la justice. Non, je me mets après la justice à attendre qu'elle me fasse étalage de la suite des enquêtes en établissant les responsabilités. Vous vous souvenez qu'on a même dit qu'on a arrêté un tel, après non, il n'est jamais allé là-bas, c'est des faits. Non, il était là-bas de tel à tel, il est rentré, non, il n'y a même jamais hésité. Donc, on est perdu. Alors, Raphaël Ndougou, qui a intérêt à biaiser et à occuper certains éléments de l'enquête relative à l'affaire Martinez-Zogo? C'est une très bonne question. Est-ce que le décès, l'assassinat de Martinez-Zogo est là, un petit cache de la forêt? On ne sait pas. Parce que pour dire clair, pour être clair, le combat des titans qui se passe au pays en ce moment par rapport à la succession du président Biya, on voit ça, il ne faut pas naître dans la planète Mars pour voir cela. Parce que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, l'enquête a été prescrite à la police et à la gendarmerie. La gendarmerie allait peut-être un peu vite. Bon, on attend aussi pour la police. Comme ça, on fera peut-être la jonction des résultats pour établir les responsabilités. Mais entre-temps, on voit bien que un leader d'un groupe est en train de montrer qu'il est là. Non, mais on ne peut pas, si on reste indifférent, ça va créer un problème, ça va faire un problème. Il ne faut pas. Vous croyez qu'actuellement là, je vous ai dit tout à l'heure que même si ce n'est pas pour l'assassinat de Martinez ou notre pays, ce n'est pas beau de voir un chef de renseignement en difficulté dans ce sens. Soit on la lève, soit on fait avancer la procédure, soit on le lâche parce qu'on sait là où on peut le trouver, on peut le convoquer, il vient. Oui, ça dit qu'on sait. Notre code de procédure pénale dit ça. Ça dit quand vous avez votre habitation, vous savez quand on peut vous trouver. Vous pouvez donc aller souvent répondre aux questions, répondre aux convocations. Mais quand vous voyez là, ça veut dire que un camp peut dire, je vous ai dit que je suis là. L'autre camp aussi est en train de peut-être préparer la riposte. Tout ceci, c'est pourquoi. Parce que les uns et les autres ont soif du pouvoir au détriment du travail qu'ils doivent faire. Qui est même loyaliste au chef d'État aujourd'hui? L'homme qui veut continuer à construire le pays. Mais les gens sont là à mettre dernièrement. Vous avez suivi que la CAF n'a pas retenu le stade Olembe avec tout ce qui va avec. Pourquoi aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup? Où sont les enquêtes de cette affaire-là? Après le travail bien fait de la Cour des comptes. Où en sommes-nous? Ça dit que les gens décident d'appuyer sur un dossier quand ils veulent. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas que les gens profitent de cet assassinat-là. Ils prendront la tache de sang et ils vont prendre leur dépens. C'est la vérité ce que je vous dis. Et nous sommes là, peut-être que le temps nous donnera raison. Vous avez suivi vos confrères dire que, notamment Popoli a dit que non, ce que j'ai dit là, Massoud m'a trompé cette fois-ci. Vous avez suivi quelqu'un vous dit, notamment Boris Berthaud, vous dit que non, la page qui a dit là qu'on a arrêté telle ou telle personne, c'est la page là, ce sont les protégés de X. Vous voyez comment ça, on va dans tous les sens. Comment on fait?
dans notre pays, on a envie de développer le pays. Le président a fixé le cap. Les gens même qui sont ses collaborateurs, qui doivent mettre cela en pratique. Passe le temps à faire les combats. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Voici quelqu'un qui a été assassiné. Oui, comme certains l'ont dit, lui-même il a pactisé, hein, entre guillemets, avec certaines personnalités et tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il méritait ça. Il vous a dit tout à l'heure qu'on aurait dû même procéder d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on pouvait le chercher partout et ne pas le voir. Mais nous, livrer ce qu'on a livré là, c'était pour vous, les hommes de médias. Oui. C'était, comment je vais dire ça, que c'était comme vous dire que si celui qui essaye, il va subir le même sort. C'est tellement difficile à parler de cette affaire-là que, vous voyez, j'ai vu le décès d'un prêtre là. Jean-Jacques Olabébé. De l'orthodoxe. Oui, de l'église orthodoxe. On dit qu'on l'a assassiné. On voit une vidéo qui circule où il disait que ce n'est pas telle personne qui a commis ce crime. Bon, vous voyez donc, même quand on parle la parole là aujourd'hui, les membres de nos familles vont dire non, faites attention. Mais on veut faire peur à qui? On veut même démontrer quoi? Si on veut même, quelqu'un veut me remplacer le président Biya, et ça, c'est ça toujours pour construire le pays. Mais s'il ne peut pas déjà d'abord le construire pendant qu'il est son collaborateur, c'est quand il sera président qui va le construire. Non, je vous assure que nous n'avons pas peur de nous. Nous sommes là face à des règlements de compte très graves. Nous sommes là face à des bagarres très graves. Mais le pouvoir vient de Dieu, dit-on souvent. Le président Biya n'a pas bagarré pour être président aujourd'hui. Il avait été, par la Constitution, il avait été successeur du président Aïdjo. Et il a été élu le nombre de fois que vous connaissez. Donc si aujourd'hui, pendant même qu'il est encore là, les gens commencent à démontrer que non, ils veulent le remplacer, ils vont se tromper. Ce n'est pas comme ça que le pouvoir se prend. Donc, facilement comme ça, on va mettre la main sur des personnalités. On ne sait pas. Et c'est pour le cas Martinez, ou bien c'est pour notre cas. Mais qu'on dise honnêtement que c'est pour tel ou tel cas. Vous voyez toutes les sorties sur la toile que les gens font. On vous dit que tel avait appelé telle autre personnalité. Pour dire, venez, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que la famille de Martinez veut même comprendre tout ça? Ce qu'ils veulent comprendre, c'est de savoir qui a tué leur fils. Et les conditions sont déjà connues parce qu'il a été torturé. Mais maintenant, qu'est-ce que la justice va faire de ces gens-là? Est-ce que ils seront punis selon la gravité des actes qu'ils ont posés? En tout cas, on a l'impression que les gens font de... Mais il y a aussi une chose. Les magistrats, jusqu'à présent, peuvent faire leur travail, hein, non sans tenir compte des enquêtes. C'est-à-dire que le judiciaire peut continuer à faire son travail, oui, à son niveau. Je crois que ceci, la précision de l'enquête à la gendarmerie et à la police ne doit pas empêcher les magistrats de faire leur travail, sauf si, après la note là, les magistrats sont croisés les bras. Ils doivent continuer à faire leur travail. Ils peuvent aussi avoir leurs enquêtes à eux. Comme ça, on va nous dire. Et puis, Yaoundé est bien surveillé, avec les caméras et autres. Donc, on peut aussi exploiter ces images-là et voir véritablement de quoi il est question. Mais aujourd'hui, il est constant que Martinez a été assassiné. Par qui? On ne sait pas. Est-ce que les gens doivent continuer à croiser les bras, à attendre? On croise les bras, on attend. Mais à qui profite tout cela? Ce sont les gens qui ont sorti du pouvoir qui font ça. D'accord. Alors. Et la vérité, c'est que parmi les dénonciations de Martinez, que je voudrais qu'on nous dise que ces dénonciations étaient fausses ou vraies. Parce que même quand les résultats vont être rendus publics, il faut quand même qu'on essaie de voir. On a un certain nombre de scandales dans notre pays, c'est jamais l'école on n'avance pas. Pourtant, le Cameroun ne peut pas manger, tous les Camerounais ne mangent pas à leur faim. Vous avez suivi, j'ai lu une déclaration des syndicalistes
ou probablement, ils demandent au Premier ministre qu'ils veulent qu'on augmente le prix du taxi. À 300 francs par exemple, j'ai lu ça quelque part. Et puis maintenant, est-ce que quand on va augmenter le taxi à 300 francs, c'est juste parce qu'on a augmenté 5% aux fonctionnaires? Est-ce que vous, ici à Saint-Tout, le PDG vous a déjà augmenté aussi? Est-ce que ceux qui sont dans le privé? Mais vous voyez donc que la vie chère est toujours là. Entre-temps, au lieu que les gens travaillent pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, le président a annoncé ça le 31, il a dit que c'est une lutte constante à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Mais ceux qui doivent l'accompagner dans cette affaire-là passent le temps à faire des guerres inutiles. D'accord. Alors, Faustin Touquet, on évolue. Si le lundi, le 30 janvier dernier, Mutation a parlé de l'enquête qui piétine, ça a évolué le mardi 31 janvier, qui dit Martinez Zogo, les premiers éléments de l'investigation, réalisés justement par le journal. Et l'on découvre ceci. Le journal dit que, où est la maison du journaliste? Du moins, c'est la question qu'un gendarme avait posée à proximité de l'entrée commandant au Martinez Zogo restait. Et il dit, des gendarmes avaient cherché à repérer le domicile du journaliste la veille de son kidnapping et assassinat. Écoutons l'histoire. Le jour dit ceci, c'est toujours Chantal Kenfa qui est sur le dossier depuis quelques jours, qui en parle. Elle dit, lundi 16 janvier, en fin de journée, au lieu dit entrée procureur, c'est un éminent magistrat qui habite le coin, deux véhicules roulant lentement entrent dans la ruelle non bitumée. C'était la Toyota RAV4 qui ouvre la route, suivi par un pick-up aux couleurs de la gendarmerie camerounaise nationale. Dans la RAV4, un homme au volant et une dame à côté. Dans le pick-up, deux gendarmes en cabine et deux autres jugés à l'arrière. Où est la maison du journaliste? Question à quelques habitants qui traînent dans leur rue ou rentrent chez eux à pied. Un petit attroupement se forme, dit la journaliste, puis un des gendarmes saute du pick-up et apporte des précisions. Nous cherchons la maison de Martinez Zogo. Dans la foule, timidement, un jeune homme croit savoir que le journaliste n'habite pas ici, à l'entrée procureur, mais plutôt à l'entrée commandant, situé à quelques encablures de là. Deux véhicules rebroussent chemin et continuent leur quête vers le lieu indiqué. De nombreuses questions. Au moment où l'on reconstitue le plus de la mort de Martinez, 1. Pourquoi la gendarmerie cherchait-elle Martinez Zogo en ce lundi, veille du jour de son kidnapping et assassinat? 2. Et était-ce pour l'arrêter? Si oui, avec quel mandat? 3. Le drame s'est noué devant la brigade de gendarmerie, vous l'avez signalé à l'entame de cette édition, à quelques encablures de là. Quel est finalement le rôle ou non de la gendarmerie nationale ou bien des forces de l'ordre dans l'assassinat de Martinez Zogo? Question à vous, Faustin Touquet. Merci Serge Aimé. Je ne saurais vraiment pas indexer la gendarmerie nationale en tant qu'entité républicaine. Mais je peux très bien comprendre qu'il y ait des gendarmes qui ont été recrutés officieusement pour aller collecter des informations, peut-être pour intimider, ce sont des hypothèses, peut-être pour autre chose que je ne soupçonne même pas, mais ce n'est pas la gendarmerie nationale. Tout comme les éléments de la DGRE qui auraient fait le sale boulot là, je ne peux pas indexer la DGRE. C'est un service de renseignement important pour la République. Le renseignement est très important pour que la République marche. Maintenant, si des agents à l'intérieur de ce service prêtent leurs compétences à un particulier, moyennant bien sûr de l'argent pour faire des activités crapuleuses, qu'on attrape ces brebis galeuses, qu'on les traite rigoureusement, peut-être même de manière extrajudiciaire, mais qu'on laisse l'institution républicaine en paix. Donc, pour moi, pour l'homme de science, la gendarmerie ne saurait être mêlée à cela. Et je doute fort que sur des documents écrits, parce que l'administration a écrit, qu'on trouve une quelconque mission de renseignement qui a été ordonnée par un officier supérieur de la gendarmerie.
Je doute fort. Même chose pour l'opération de la DGRE. Ce sont des hommes qui agissent là de leur propre chef moyennant d'eux, donc c'est officieux. Qu'on laisse les services officiels de la République tranquilles. Les commanditaires, qu'ils soient de l'armée, de la police, gendarmerie, ou même des civils ou des particuliers, je ne sais pas ce que veut dire homme d'affaires au Cameroun, on reviendra peut-être rapidement là-dessus. Martinez est mort, je ne vais pas dire semble-t-il, il est mort. Première conséquence, sa célèbre émission qui avait déjà atteint une très grande audience. Oui. On a réussi à avoir le silence là-bas. Donc, ceux qui étaient exposés publiquement de cette manière-là ont quand même du répit. Donc, c'est un gain immense pour ces gens-là. D'autres émissions peuvent prendre le relais, mais le temps qu'elles atteignent l'audience de vraiment ceux qui aimaient la pénombre, les ténèbres pour agir dans la discrétion, ils sont aux anges. Maintenant, malheureusement, il faut encore le redire, tout ce qui concerne la gestion de l'argent public n'est pas officieux. Mais ça, c'est dans une république. Est-ce que nous sommes une république? Juridiquement, oui, on peut le dire, la Constitution le dit. Sociologiquement, est-ce que nos compatriotes camerounais qui marchent là, est-ce qu'ils se sentent camerounais? Est-ce qu'il y a une question qui peut réussir à faire vibrer les habitants du Cameroun au-delà de leur naturelle frontière nico-tribale? En dehors du football, je ne vois aucune cause. Aucune cause susceptible de remonter les Camerounais contre une activité. Même le crime de Martinez là, il passera de lui-même si l'international ne s'y était pas mêlé à ce point. Je dis à ce point parce qu'il y a Amadou Vamoulke qui est en prison pour des raisons qui me sont encore totalement inconnues. Les réseaux de journalistes ont parlé de ce cas, mais bon, peut-être pas avec suffisamment d'effervescence, peut-être pas avec suffisamment d'intensité. Mais voilà un monsieur qui est quand même en prison. Et on connaît son passif. Donc, nous sommes assez habitués dans notre pays au déni de justice. Oui. Et pourquoi nous sommes habitués au déni de justice? La réponse ne sera pas évidente à comprendre, mais on peut comprendre pourquoi est-ce que par exemple ailleurs en Occident, en Europe, les trois pays vis-à-vis desquels nous sommes censés avoir des liens que nous devons connaître, l'Allemagne d'abord, vous vous rappelez le protectorat 1884-1916, ensuite la France, la Grande-Bretagne, mandat de la SDN et puis tutelle de l'ONU. Dans ces pays-là, pourquoi la justice fait son travail? Parce que la justice populaire a tellement sévi dans